La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir à toute l'Afrique, merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio à vous l'été. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à plier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient nos terres et nous la Bible. C'était de Jomo Kenyatta, père de l'indépendance du Kenya. Nous démarrons avec cette citation du père de l'indépendance du Kenya, cette émission, et on va directement au Niger pour parler de ce coup d'État militaire. Les militaires ont déjà formé un gouvernement et la CEDEAO décide d'une intervention militaire. Quelles peuvent en être les conséquences? Ce sera avec nos invités panafricains. Le bras de fer engagé par les nouvelles autorités nigériennes et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a connu son épilogue ce jeudi 10 août 2023. En effet, réunis en sommet extraordinaire à Abuja jeudi dernier, la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de la CEDEAO ont décidé d'activer le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO pour libérer Mohamed Bazoum et de le rétablir dans sa fonction de président. Mais justement, pourquoi la CEDEAO veut-elle coûte que coûte réinstaller le président Bazoum contre la volonté du peuple nigérien qui a manifesté son soutien aux militaires? Pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO ont-ils choisi de passer outre l'avis de leur peuple en violant leur propre constitution pour engager leur armée respective dans une guerre contre le Niger? Les pays de la sous-région ouest-africaine ne sont-ils pas suffisamment impactés par la crise sécuritaire au Sahel pour ouvrir un nouveau front de déstabilisation au Niger? Que se passera-t-il si la guerre déborde les frontières du Niger pour s'étendre à d'autres pays de la sous-région ouest-africaine? Quel intérêt la France, les États-Unis d'Amérique, l'Union africaine, l'Union européenne ont-ils à retirer dans une aggravation de la crise sécuritaire au Sahel? Quelle sera l'attitude de la Russie face aux velléités de certains pays occidentaux de poursuivre le pillage des ressources du sous-sol nigérien? Eh bien, messieurs et auditeurs de Radio Canal K de Radio à vous l'été, voilà quelques questions qui hantent l'esprit de l'opinion publique africaine et auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission panafricaine de ce jour. Merci de votre résistance sur Canal K et sur Radio à vous l'été. Quel est Ketanye? La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons.
est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Avant de commencer le débat panafricain de ce soir, je vous propose d'écouter la réaction de Salifou Omar depuis Niamey au Niger. Il est l'un des responsables du comité de soutien au CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Bonjour Amos, bonjour chers auditeurs, bonjour chers panafricanistes. Omar Salifou, citoyen nigérien, membre du comité de soutien au CNSP. Depuis hier, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le énième affront de la CEDEAO. Nous avons suivi la persistance des sanctions contre le peuple nigérien. Alors, depuis hier nuit, le mot d'ordre a été le suivant. Des jeunes patriotes, partout où ils se trouvent, sont en train de se mobiliser dans les grandes villes, dans les grandes régions du Niger, que ce soit à Difa à l'est, à Agadez au nord, à Zender, Maradi, Tawa, Dosso, Tilaberi et Niamey. Les jeunes vont continuer à occuper les grandes artères des villes pour faire échec à une invasion des forces étrangères au Niger. Et ces forces étrangères trouveront sur leur chemin des jeunes patriotes déterminés à mourir pour la patrie. Parce qu'aujourd'hui, l'indépendance de l'Afrique se joue au Niger. Nous allons être des exemples pour le peuple africain, pour le peuple nigérien. Les jeunes Nigériens sont engagés à mourir, comme je le dis, et à être des exemples pour les futures générations. Je ne vais pas détailler les différentes stratégies qui ont été mises en place depuis hier pour faire barrière à ces forces étrangères. Alors, le Niger, notre mouvement, le COS, a organisé plusieurs actions en termes de soutien pour les militaires et également dans une cohésion sociale au sein de la population nigérienne. Parce que nous savons, sans une cohésion, nous ne pouvons pas mener ce combat. Et ce qui est en train de se faire, ce sont les jeunes, les enfants et voire même des vieillards qui sont en train de rejoindre notre mouvement, qui sont en train de féliciter nos actions. Et une fois de plus, je veux profiter à travers votre radio pour lancer un message à tous les patriotes africains à se joindre à notre combat. Un combat noble, un combat pour affranchir, n'est-ce pas, des mesquineries des Occidentaux que nous avons suivis depuis plusieurs années. Le Niger a eu son indépendance le 3 août 60, mais depuis 13 ans, nous sommes revenus dans une phase d'esclavagisme, dans une phase de népotisme, avec le pouvoir qui a été déchu par les militaires. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous profitons de cette liberté pour lancer un appel à tous les patriotes de se joindre à notre combat, un combat noble. Merci beaucoup, Amos. Merci, chers auditeurs. Merci, chers panafricanistes. Omar Salifou, depuis Niamey. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de nous être fidèles sur Radio Canal K et sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance africaine. Débat panafricain, coup d'État au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, forme un gouvernement. Après l'échec d'un dialogue, la CEDEAO décide d'une intervention militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum. Quelles peuvent être les conséquences de cette intervention? Commentaires et analyse avec nos invités. D'abord, on accueille depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, Dr Boga-Sako. Bonsoir. Bonsoir, cher ami Sylvain Amos. Je salue tous les auditeurs de la radio à vous l'été et puis mes copanélistes également. Merci pour l'Afrique. Merci également de votre disponibilité. Nous sommes également suivis sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Dr Boga-Sako est président fondateur de FIDOP, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. On accueille ici même dans la diaspora, en Suisse ici, depuis Genève, Varis Ossuet. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tout le monde.
Bakary Sossoé est universitaire togolais en Suisse. Il est président par intérim de CTS, Communauté togolaise en Suisse. Et toujours dans la diaspora, on va en France, dans la région parisienne. On accueille Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux panélistes et bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Et Dr Adama Coulibaly est président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Et puisque ça se passe en Afrique, on va devoir donner la priorité à Dr Boga Sako, puisqu'il est en Côte d'Ivoire actuellement, à Abidjan. Alors, Dr Boga Sako, 18 jours après le coup d'état militaire au Niger, les militaires du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont formé un gouvernement. Et justement, avec le soutien du peuple, les militaires résistent face aux pressions de la CEDEAO. Alors, on peut se poser la question, Dr Boga Sako, jusqu'à quand pensez-vous que les militaires peuvent tenir tête à la CEDEAO, qui n'exclut toujours pas une intervention militaire au Niger? Oui, merci. Merci beaucoup. Ben, jusqu'à quand les militaires peuvent résister? Jusqu'à quand ce bras de fer va-t-il tenir? Je voudrais d'abord vous remercier de chaque fois prendre l'initiative d'organiser de tels panels sur la radio Canal K depuis la Suisse, où nous tous nous suivons. Et nous avons aussi le devoir, en tant qu'Africains, en tant que cadre, peu importe l'endroit où on se trouve, de donner nos avis et nos opinions, parce que l'Afrique est un peu de notre responsabilité, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Chers amis, le coup d'État au Niger n'est pas le premier et ils se suivent et ça nous interpelle. Alors moi, ce qui me gêne, c'est la réaction toujours à géométrie variable, une réaction toujours qui ne suit pas la logique illogique de la CEDEAO. Voici des militaires qui prennent le pouvoir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, on en est à la 4e étape, peut-être même la 5e. Et la réaction est toujours diamétralement opposée aux positions des populations. Les sanctions à tout va. Les militaires, aujourd'hui, ils se sentent confortés par les erreurs que commet la CEDEAO. La CEDEAO, tout de suite, elle s'est réunie et puis elle prend une décision. On va attaquer, on va réagir du tac au tac, militairement. Parce qu'il y a eu une rencontre précédente, une assemblée de la CEDEAO, au cours de laquelle les chefs d'État avaient décidé que si un autre coup se produisait, systématiquement, ils allaient attaquer. Sans prendre la peine d'adapter la réaction à la réalité du terrain. Les voilà une semaine après qui reviennent pour dire, bon, on négocie, mais la force militaire va être déployée. Je pense que c'est un échec, c'est un vœu d'échec. Donc, le premier constat que je voudrais faire, c'est que la CEDEAO ne prend jamais la peine d'analyser les situations, parce que les coups d'État peuvent se suivre, mais ils ne se ressemblent pas. Les contextes ne sont pas les mêmes. Même si le fond, et ça, je pense qu'au cours de cette émission, aujourd'hui, nous allons étaler le fond du problème, tant qu'il ne sera pas résolu, les coups d'État, peut-être d'autres suivront. D'accord. D'accord, c'est la toute première réaction à chaud. Alors, Dr Boga Sako, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, merci de votre réaction. On va relancer maintenant, ici même en Suisse, Bakary Sossoé, je le dis, il est universitaire togolais, grand panafricain d'ailleurs. Vous suivez de près ce qui se passe au Niger. Bon, comme Dr Boga Sako l'a dit, ce serait pas, il faut étudier, il faut analyser pourquoi ces coups d'État. Il faut arriver à comprendre, mais pour ne pas prendre tout de suite une décision d'aller intervenir militairement au Niger. Alors, pourquoi la CEDEAO n'est pas intervenue au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry? Pourquoi maintenant une intervention militaire au Niger, selon vous, Bakary Sossoé? Je commencerai par répondre par rapport au cas du Niger, dans la mesure où je pense que ces chefs d'État se sont ramollis, enfin ils ont manqué. Si c'est leur dessein de faire la paix par la guerre, par des interventions militaires, alors ils ont failli dans les 3 premiers cas. Et qu'est-ce qui explique maintenant que dans le 4e cas, ils veulent intervenir? D'ailleurs, je pense que intervenir comme cela, sans consulter les peuples qui vont en souffrir, qui vont souffrir de cette intervention-là, sans consulter d'ailleurs les assemblées parlementaires et les sénats, par exemple, c'est de la dictature, c'est l'expression de la dictature
qui est à l'image même de la fonction, de la façon de fonctionner de ces chefs d'État. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu intervenir au Mali et au Burkina Faso, en tout cas surtout au Mali? Bon, je pense que d'après ce que les gens disent, le Niger représente un point d'importance, un point stratégique en matière de ressources minières. Donc comment on l'appelle encore, le mot m'échappe, pour développer le nucléaire, la France a besoin, les États européens eux-mêmes ont besoin d'uranium. Voilà, de l'uranium, voilà le terme, de l'uranium du Niger. Et donc, ça, les Français, les Européens, les Occidentaux ne laisseraient pas passer. Ils ne laisseraient pas passer. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Écoutez, le va-t-en-guerre de ces Occidentaux-là, on le connaît. Et moi, je dirais que quand on parle de charte d'impérialisme, que ça soit écrit, que ça soit authentique ou pas, on en voit la lecture. Ici, au point où la France va brûler, comment dirais-je, enfreindre les règles imposées par les militaires du Niger en ce qui concerne le survol du territoire. On ne voit pas comment, après avoir averti tout le monde, la France, elle se permettrait de faire cette infraction-là à la règle qui était imposée à tout le monde. Bon, ça, peut-être on y reviendra. Mais je pense que les intérêts qui sont en jeu au Niger ne sont pas... sont de loin plus importants que les intérêts qui étaient en jeu au Mali. Au Mali, par exemple, on dirait tout simplement c'est un partage du territoire et donc ils y sont encore. Et en encourageant des groupes islamistes, etc., pour que le territoire soit divisé. Et ils ont cru avoir le dessus, mais je ne pense pas que c'est combat à leur avantage. N'est-ce pas? Bon, je pense que c'est le point important à retenir ici, c'est que c'est la valeur stratégique des minerais du nucléaire occidental, la valeur stratégique de l'uranium nigérien. Et je pense que avec Bazoum, ils ont certainement un homme de main et sur qui ils peuvent compter. Et c'est ça qui fait qu'ils donnent à cela de l'importance par rapport aux autres. On va voir ce que pense également Dr Adama Coulibaly, le Burkinabé. Il est président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Alors, coup d'état militaire au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, forme un gouvernement. Ils ont anticipé rapidement. Alors, après l'échec d'un dialogue, la CEDEAO décide d'une intervention militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum. Alors, quelles peuvent être les conséquences, Dr Adama Coulibaly, de cette intervention militaire au Niger, selon vous? Je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, même s'il est vrai qu'il y aura quand même, comment vous dire, une catastrophe humanitaire qui sera amplifiée, parce qu'il y a déjà le terrorisme. Et si au-delà de ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que on va être cette guerre qui est une guerre de libération en réalité du peuple africain va permettre cette guerre, c'est une guerre de libération en réalité, et va permettre de renforcer la cohésion entre les peuples d'Afrique, pas seulement d'Afrique de l'Ouest, mais la cohésion entre les différents peuples, également la mobilisation populaire de tous les panafricanistes et au-delà. Et ça sera une des conséquences, ça sera plutôt, une opportunité pour se battre pour que les choses soient davantage claires, pour que on puisse, pour cette fois-ci en tout cas, obtenir la libération
et la souveraineté pleine et entière, en tout cas, d'une bonne partie du continent sous domination france-africaine. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je pense que au-delà de cela, et je pense que il va y avoir au niveau sous-régional une recomposition géostratégique, parce que ça permettra justement de créer, éventuellement, c'est une bonne opportunité pour créer déjà entre le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée, et pourquoi pas, comment dirais-je, la fédération du Liptako-Gourma, parce que c'est une région, ça a été évoqué à peu près, c'est une région qui est très, comment vous dire, qui est très riche, et sur le plan géostratégique qui est aussi importante. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a la présence dans cet endroit-là d'une base américaine et qu'ils ont dépensé au minimum environ 100 millions de dollars, ça c'est le problème, où ils surveillent. Et il y a également, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, la France qui exploite, parce qu'il faut qu'ils exploitent l'uranium pratiquement gratuitement, en empoisonnant au passage les populations locales, et puis également toutes les autres richesses, l'or, j'en passe, et le pétrole, puisque il est avéré aujourd'hui que le Niger va devenir un État pétrolier plus important encore que la Guinée équatoriale. Vous imaginez? Donc il y a vraiment des appétits voraces de la part de ces gens, alors que là, on a l'opportunité que les peuples se saisissent justement de leurs richesses, les peuples d'Afrique se saisissent de ces richesses-là, les gèrent elles-mêmes et en fassent ce qui est important et au bénéfice des populations locales. Et donc, on pourra à ce moment-là imposer nos prix, en tout cas participer à la détermination des prix, des matières que nous possédons et que nous pourrons transformer nous-mêmes. Donc, il y a cette opportunité de créer la fédération du Liptako-Gourma, ce qui sera une bonne chose, et peut-être par la même occasion aussi l'opportunité, quand je parlais tantôt de mobilisation populaire de la jeunesse et de tous les panafricanistes, ça permettrait de faire en sorte que les dictateurs, les derniers bastions, les derniers pions de la France-Afrique puissent tomber. Donc ça, ce n'est pas impossible. C'est vraiment une opportunité. D'accord. Au-delà des dégâts qu'ils ont commis déjà avec le terrorisme, parce qu'en fait, ces terroristes-là, on se demande qui les finance, qui les organise, qui les équipe, ainsi de suite. Mais on sait très bien qui les fait. Donc, ça sera l'occasion de régler par la même occasion tous ces problèmes. Mais ça va être un drame humanitaire encore plus important. D'accord. Merci beaucoup, docteur Adama Coulibaly. Je vais relancer docteur Boga Sako depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, sur la même question. Alors, on parle des conséquences. On veut aller droit au but. Maintenant, on a vu à l'annonce même de ce coup d'État militaire au Niger, il y a la France qui a rapatrié ses ressortissants. D'autres occidentaux ont également quitté le pays. Et donc, des Africains lambda pensent que oui, quelle peut être la réaction des chefs d'État africains? On ne sait pas si Alassane Ouattara a rapatrié les Ivoiriens du Niger. On ne sait pas si Patrice Talon du Bénin a rapatrié ses compatriotes. On ne sait pas si Tinubu a rapatrié les Nigériens, mais pourquoi voulons-nous une intervention militaire? Quelles peuvent être les conséquences selon vous, Dr Boga Sako? Oui, je souriais à l'entame de la question qui a été posée, parce que, comme vous l'avez rappelé à tous nos auditeurs de la radio Canal K ou à Woulété, je suis un défenseur des droits de l'homme. Pour moi, la vie humaine n'a pas de prix. Quelles que soient les situations qui adviennent dans tous nos États, la priorité des priorités, c'est de préserver les vies humaines. Vous me voyez là tellement révolté par cette réaction, par cette proposition de la CEDEAO de vouloir aller attaquer un pays en violation des principes, en violation des droits de l'homme et en violation de la dignité même de tout être humain. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, a déjà subi cela à cause de l'ancien président Laurent Gbagbo. On a bombardé dans ce pays, mais l'ancien président Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il est revenu, il est vivant, Dieu merci. Sa famille, Dieu merci. Mais combien d'Ivoiriens n'ont-ils pas perdu la vie? Donc finalement, on peut se poser la question, à quoi cela a servi? Et c'est pour cela que je ne peux pas comprendre que celui qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est très conscient du désastre qu'il y a eu dans ce pays,
au-delà de 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts, Diokwe, où en une seule journée, au mois de mars 2011, la Croix-Rouge a dévoilé 850 corps sans vie dans des puits entassés. On a fait là-bas des fosses communes, etc. Comment le président d'un tel pays, qui est conscient de ce que nous avons subi, peut tout de suite là brandir la carte de l'attaque militaire? Vous allez attaquer 1000 fois, mais vous allez finir par discuter avec le dernier des rescapés de ceux que vous avez attaqués. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous allez exposer le pays à des attaques continues. C'est ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Pour éviter qu'il y ait des attaques continues, on a fini par s'asseoir. On parle aujourd'hui de réconciliation. Parce qu'on n'est jamais fort tout le temps. On est fort pour un temps. Et puis après, on devient faible. Et celui que tu as vaincu va prendre le relais. En Côte d'Ivoire, il y a un Guillaume Soro qui est en exil. Il y a tellement de choses. On est obligé de mettre bas la terre. C'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec la démarche que vous avez, la façon dont vous avez posé le problème. La France rapatrie ses ressortissants. Les Américains l'ont fait. Avons-nous rapatrié tous les Ivoiriens qui vivent au Niger aujourd'hui, fraternellement, qui sont mariés là-bas, qui vivent là-bas, qui sont intégrés? Est-ce que le Nigeria l'a fait? Est-ce que le Bénin l'a fait? Est-ce que le Togo l'a fait? Donc vous levez, vous bombardez, sans prendre le temps de préserver la vie. Mais les Français, là, ils disent qu'ils ont des bases militaires pour protéger d'abord leurs intérêts, leurs ressortissants. Donc un bon pays moderne, sa préoccupation, ce n'est pas d'aller s'aligner sur des décisions sous-régionales ou internationales. Sa priorité des priorités, quel est l'avenir de mes populations? Que subissent mes compatriotes là-bas? Voilà. C'est pour cela que je suis outré et je suis choqué, je suis tellement opposé. Le président de mon pays a estimé qu'il va envoyer un contingent. Il a dit hier à sa descente d'avion en revenant d'Abuja: je suis un citoyen ivoirien. J'ai vécu l'exil pendant 10 ans pour avoir manifesté mon mécontentement contre ce qui est arrivé à mon pays. Ça m'a valu 10 ans d'exil. Je suis rentré et je parle aujourd'hui de réconciliation. Je suis même placé sous contrôle judiciaire parce que je ne suis pas d'accord avec le 3e mandat dans lequel nous nous retrouvons. Très bien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec mon président. Je ne suis pas d'accord qu'on utilise nos soldats qui étaient bloqués. Les 49 étaient bloqués au Mali. On a tous tempêté. Je fais partie de ceux qui ont réclamé leur retour et leur libération. Aujourd'hui, ils sont rentrés. Je refuse qu'on prenne encore nos soldats pour les envoyer tout à fait au Niger. Je ne vous coupe pas, Dr Boga Sako. Justement, jeudi dernier, juste après la conférence des chefs d'État du gouvernement tenu à Abuja, le président ivoirien Alassane Ouattara, dans un message, vous l'avez dit tout à l'heure, il affirme que toutes les tentatives de la CEDEAO à dialoguer avec les militaires ont échoué, car ces militaires ont refusé de recevoir les émissaires de la CEDEAO. En conclusion, pour Ouattara et les chefs d'État de la CEDEAO, justement, il faut une intervention militaire au Niger. Il a même souligné que l'armée ivoirienne se chargera de cette mission. Mais Mme Simone Gbagbo n'a pas hésité à répliquer aussi rapidement. Et dans un message également, elle a fustigé les sanctions de la CEDEAO et dénoncé une intervention militaire au Niger. Et Mme Simone Gbagbo a aussi rappelé comment l'Occident a détruit la Libye après avoir tué Muammar Kadhafi. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais écoutez, comment le président de mon pays peut-il dire qu'on a tout essayé en moins d'une semaine? La crise ivoirienne, savez-vous combien de temps avons-nous passé avant que lui-même sa candidature ne soit validée par M. Laurent Gbagbo? Quand la rébellion est née, combien de pays n'avons-nous pas? Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria, etc. Plus de 6 mois. La paix n'a pas de prix et les Ivoiriens l'ont fait au prix de la Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui avons payé tous les déplacements là, c'est nous qui avons payé en tant qu'Ivoiriens. Le président Ouattara ne peut pas dire qu'une seule semaine a suffi, les militaires n'ont pas abdiqué, donc on attaque. Non, dès le début, ils avaient déjà fait une première réunion précédente à la conclusion de laquelle ils avaient retenu que s'il y avait un autre coup d'État, ils allaient attaquer. Donc à la vérité, c'est les yeux fermés qu'ils ont mis ils ont mis cette décision-là en exergue. Mais ça a échoué. Et c'est en train d'échouer. C'est pour ça que la toute dernière rencontre qu'ils ont eue, hier, jeudi donc, pardon, la toute dernière réunion qu'ils ont eue, c'était de dire, bon, on négocie, mais en même temps, on est prêt à appuyer sur la gâchette. Non, à la vérité, c'est reconnaître que notre première option, qui était de brandir l'attaque militaire, a été un échec. Ça a été mal. C'est pour ça que les militaires ont refusé de les recevoir. Dès l'instant où vous dites que vous vous apprêtez à nous attaquer, pourquoi voulez-vous qu'on vous reçoive? Tuez-nous. On ne vous reçoit plus, tuez-nous.
C'est comme ça qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont suivi maintenant sur les réseaux sociaux les réactions des populations. Même les États qui étaient prêts à attaquer, dont le Nigeria, ils ont été quelque part, le chef de l'État a été rabroué par le Sénat. Les peuples ne sont pas d'accord avec la guerre, surtout contre un autre peuple frère, le Niger. Ça nous rappelle trop la traite négrière, avec les traîtres de nos dirigeants qui ont vendu les nôtres. Ça nous rappelle, c'est trop malsain, parce qu'au fond, et je m'en vais terminer, parce que je ne suis pas le seul, mon copanéliste qui vit en Suisse, qui l'a dit très clairement, l'uranium des Français est menacé. Et pour cela, des chefs d'État africains vont tuer leurs propres frères pour faire plaisir à la France. Parce qu'à la vérité, la personne qui est en danger dans cette affaire, c'est la France, qui vit de plus de 50%, on dit 40%, mais c'est plus de 50% de l'uranium nigérien. Et en tant qu'Africains, on est choqués en tant qu'intellectuels. Comment se fait-il qu'on produit de la richesse, on produit de l'électricité pour une grande puissance, peut-être la 5e du monde, alors que le pays qui produit cela n'a même pas d'électricité, n'a même pas d'eau courante? Quel paradoxe! Tout à fait. Bazoum, en fait, tous les coups d'État qui se suivent là, les poutistes, ils ne cherchent pas loin. Ils brandissent la France-Afrique, et puis ça suffit pour que les peuples se soulèvent. Parce qu'hier, on n'est pas d'accord avec le CFA, ils ne nous ont pas entendus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer de les enrichir avec nos matières premières, et puis nous, on continue de creuser. Donc c'est ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Donc c'est une guerre par procuration que les chefs d'État africains veulent faire au Niger pour faire plaisir à la France. Mais ça ne marchera pas. D'accord. Parce que même si dans mon pays, et je m'en vais conclure, si dans mon pays, mon président décide d'aller attaquer, moi je ferai partie de ceux qui manifesteront pour dire qu'on n'est pas d'accord avec, et au nom de notre liberté. Et j'espère qu'on nous permettra de manifester, pour manifester notre mécontentement. Parce que hier, on a soutenu le retour de nos 49 soldats lorsqu'ils étaient au Mali. On nous permettra aussi de dire non à la guerre au Niger, au nom de la liberté d'expression. Tout à fait. On peut comprendre votre indignation, Dr Boga Sako. Merci quand même. Alors, Varis Oswe, vous qui êtes togolais panafricain d'ailleurs, Université Togola ici, même en Suisse, hein, vous avez certainement suivi, puisque vous êtes un grand panafricain, vous avez certainement suivi la réplique rapide de Mme Simone Gbagbo après cette intervention, hein, cette décision de la CEDEAO d'aller intervenir militairement au Niger. Quelle est votre réaction, mais quel est votre point de vue, quelle est votre analyse, hein? Du bipon rapidement. Ouattara insiste là-dessus pour envoyer les militaires justement à Ivoirien. Et Mme Gbagbo, rapidement, elle est intervenue, elle a répliqué. Quelle est votre réaction là-dessus? D'abord, je pense qu'elle est pertinente dans son approche. Hein. Je pense que, comme je l'avais dit avant de prendre une telle décision, il faut consulter les peuples. Il faut consulter les assemblées, les parlements ou bien le Sénat. Mais je pense que les dirigeants français francophones ne l'ont pas fait. Ouattara n'a certainement pas fait cela. Talon non plus. Et au Sénégal, ça n'a pas été fait. Au Niger, bon, c'est pas au Niger. Et je pense que bon, j'ai oublié le pays où quelqu'un intervenait, un homme du Sénat disait non, ils n'ont pas été consultés. Bah, c'est la CEDEAO d'ailleurs. C'est d'ailleurs un député de la CEDEAO, agent de paix, hein, qui s'occupe de la paix et de la sécurité. Donc, il disait qu'ils n'ont pas été consultés. Donc, cela fait un acte de dictature, un acte, encore une fois, comme ils ont l'habitude de le faire, de prendre leurs décisions. Vous savez, quand on parle de légitimité du pouvoir, c'est aussi cela, la souveraineté du pouvoir, ça devrait venir du peuple par le Parlement au moins, ou bien directement par référendum. Et ça n'a pas été fait. Mais si l'on voit cet acte-là, on a l'impression que ces dirigeants ne se soucient guère d'ailleurs de leur population, de leur peuple. Et c'est cela qui a été soulevé tout à l'heure lorsque Dr Sako disait, mais le bien des peuples, la vie des peuples africains, la vie des peuples de la sous-région, ça n'a pas soufflé
une pensée bienveillante je dis les mots les plus faibles, hein, bienveillante de la part de ces gouvernants-là. Parce que c'est ça la finalité de la politique, la finalité de la gouvernance. Donc, eux, ils veulent faire la guerre, ils ont voulu décider de faire la guerre, et j'ai l'impression, en parenthèse, que Ouattara, lui, il veut se mettre à l'avant de tout ça, de tous ces chefs d'État-là pour exprimer son désir secret d'être empereur, comme on le dit des fois. Donc, je vois dans l'acte de décision de cette guerre-là un agenda collaboratif de la part de nos dirigeants au service de l'impérialisme occidental. Parce que je ne vois pas très bien, c'est un acte de déraison ou bien de l'idiotie. Je ne pense qu'ils sont intellectuellement bien formés, ou alors de la duperie, tout simplement vis-à-vis de leur peuple. Ils font penser que c'est eux qui prennent la décision alors qu'ils sont au service de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Donc ça a été toujours le cas. Ça a été toujours, on n'a pas conscience du soutien de cette dictature-là, de ce que ça crée comme malheur au peuple africain. Et donc, je pense que, comme le disait notre ami Monsieur Koulibaly, tous ces événements devraient soulever l'indignation, et pas seulement l'indignation, mais de mettre sur pied nos peuples, nos populations, pour qu'ils arrivent à créer, à développer cette conscience panafricaniste, cette conscience historique qui fait que ils iront à se soulever contre leurs dirigeants. Je souhaite ça profondément. Il faut que cela continue, et s'il y a à mobiliser des armées pour prendre le pouvoir, pour créer une transition, j'encourage cela. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. D'accord. On comprend votre réaction également, hein, il faut une éveil de conscience, hein, il faut une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective, hein, pour que l'Afrique renaisse de ses cendres. Alors, Dr Adama Koulibaly, depuis la région parisienne, vous êtes aussi un grand panafricain, votre parti également est un parti panafricain d'ailleurs. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a vu, les Français ont rapatrié ses compatriotes, les Occidentaux l'ont fait, chacun l'a fait, les Américains l'ont fait. D'ailleurs, c'est l'information que nous avons reçue également, hein, donc ça circule également sur les réseaux sociaux. On peut se poser la question, quel intérêt la France, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'Union africaine, hein, justement, ou bien l'Union européenne, ont-ils à retirer dans une aggravation de la crise sécuritaire au Sahel, notamment au Niger? Alors, je crois que la question, c'est une bonne question, parce que en réalité, cela démontre que ces dirigeants occidentaux, de même que leurs pairs africains, sont plongés depuis longtemps dans la masse de l'indignité humaine la plus crasse. Pourquoi? Parce que ils considèrent, depuis, pour ce qui concerne par exemple la France, depuis comme l'édition du Code noir, il était considéré, le noir était considéré donc comme un non-être, même plus que ça, un bien meuble, c'était ça. Eh bien, aujourd'hui encore, quand on voit ce que eux font, et quand on voit ce qu'ils ont fait de la Libye, ils ont détruit avec toutes les conséquences humaines, quand on voit ce qu'ils ont fait en Irak, en brandissant une fiole, en disant que c'était une arme chimique, et ils ont dit après que c'était un mensonge pour détruire l'Irak. Quand on voit ce qu'ils ont fait en Afghanistan, un peu partout dans le monde, eh bien, quand on voit aussi ce comportement de leur part, en retirant leurs ressortissants et en invitant leurs obligés africains à aller faire la guerre contre leurs propres compatriotes. Quant à ces derniers-là, quand je dis qu'ils sont dans l'indignité humaine, pourquoi Macky Sall, qui était président de l'Union africaine à un moment donné, et s'est levé pour aller en Ukraine
et en Russie pour demander à faire la paix là-bas. Et dans le même temps, il appelle à faire la guerre contre ses propres compatriotes africains. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi tout ça? Et certains d'entre eux, lorsque Charlie Hebdo a été victime d'attentats terroristes et que des journalistes ont été assassinés en France, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains chefs d'État africains ont pris sur le budget de l'État, prendre des avions, venir ici, ils ont été manifestés avenue de la République et il y en a, certains ont même pleuré là-bas. Pendant ce temps, on tue leurs compatriotes depuis très longtemps. Il y a du terrorisme au Nigeria, il y en a au Cameroun, il y en a au Burkina, il y en a au Mali, il y en a au Tchad, il y en a au Niger, il y en a partout. Et la CEDEAO et l'Union africaine n'ont jamais levé la moindre force d'attente, la moindre armée pour aller défendre les pauvres populations qui sont massacrées. Ils sont dans l'indignité humaine. Ils ne sont pas en mesure de gouverner. Donc, ils sont là pour d'autres objectifs. Donc, là-dessus, il est logique que leurs maîtres retirent leurs hommes et qu'ils disent, eh bien, nous, on peut vous laisser vous entretenir entre vous, mais nous, eh bien, nos compatriotes, eh bien, on va s'en occuper. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, face à ça, eh bien, qu'est-ce que les populations, qu'est-ce que nous autres, panafricanistes, militants, nous devons faire? C'est continuer justement à pointer le doigt sur toutes ces incohérences et sur la barbarie qu'il y a derrière la violence dans les décisions et la violence dans les projets de destruction. Parce que plus la situation est délétère, plus elle est catastrophique, plus elle est violente, plus elle est meurtrière, plus ça rend certains qui profitent du business de la guerre, du business du terrorisme et du business, eh bien, de la, comment dirais-je, du désordre. Voilà la réalité. Et donc, là-dessus, eh bien, on n'est pas étonné. Voilà pourquoi il faut qu'on récupère notre dignité. Et c'est ainsi que, pour ce qui nous concerne à l'APP Burkindi, nous avons mis en avant ce que nous avons appelé l'Awal Burkindi, le chemin de la dignité. Ça vient de fouler l'Awal, le chemin, le cheminement et la voie. Et également, Burkindi, vous savez ce que ça veut dire. Burkindi, c'est de là que vient le nom de Burkina Faso, c'est intégrité, dignité humaine. Donc là-dessus, il faut ça. Il faut que nous puissions récupérer notre dignité. C'est notre credo, ça. L'Awal Burkindi. Et je pense que c'est ce que nous devons faire en Afrique pour retrouver, après tous ces désordres-là, une fois que la paix sera revenue, nous allons retrouver ce que l'équipe ancienne avait créé, la MAAT. Et donc, ça, c'est-à-dire donc l'humanisme en pratique. Donc là-dessus, cela est possible. Mais aujourd'hui, nous devons être dans la bagarre, dans la bataille contre toute forme d'injustice, contre la guerre. Il faut que cette guerre-là, elle ne possible parce qu'ils ne peuvent pas la gagner. Parce qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale. Pourquoi? Parce qu'avant même d'attaquer un autre pays, d'aller dans un autre pays, il faut au minimum un accord des Nations Unies. Eh bien, là, je les mets au défi de pouvoir obtenir cet accord. Au-delà de ce qui a été dit, ils n'ont consulté aucune de leurs assemblées nationales au Sénat avant de décider cela. Eh bien, c'est voué à l'échec et les peuples gagneront inéluctablement. D'accord. Alors, docteur Bourga Sako, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi, hein, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry viennent en appui aux militaires nigérians. Et ces militaires sont prêts à combattre pour la souveraineté de leur pays. Alors, comment peuvent-ils gagner cette guerre sans langue de bois quand une certaine opposition dans leur propre pays est critique à l'endroit de ces militaires, surtout sur leur sincérité à céder le pouvoir aux civils après une transition? Non, mais écoutez, moi je pense il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. D'abord, c'est une très très mauvaise lecture, je le dis à froid. C'est une très mauvaise lecture parce que le Niger n'est même plus seul. Il a des alliés déclarés, notamment le Mali, notamment le Burkina, pour ne citer que ces deux-là. Il y a d'autres qui sont réticents, mais qui, voilà. Et pourquoi ces deux pays-là se déclarent prêts à soutenir le Niger? Parce que c'est le même mode opératoire qui s'est produit dans leur... Donc, ils se sentent aussi menacés. Or, ces États qui se proclament, qui se déclarent alliés au Niger, ils ont un allié international, et non des moindres, une grande puissance, qui est la Russie, tout le monde le sait. Donc, vous imaginez un peu ce qui pourrait advenir. Je pense que quand on est chef d'État, c'est qu'on a une vision, en tout cas le peuple estime que vous avez une vision au-dessus, qui les rassure.
Un chef d'État, c'est celui qui rassure. Faites une lecture saine de la situation en attaquant le Niger. Ce n'est pas le Niger que vous attaquez. Ce sont en même temps le Niger et ses alliés déclarés. C'est en même temps toutes les juntes dans la sous-région que vous attaquez. Et sans le cacher, c'est la Russie qui est en point de mire. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes, la Russie qui vient d'organiser un sommet Russo-Afrique, il n'y a même pas un mois. Cette Russie-là va rester là, et puis le Niger va être battu. Et puis le Burkina et le Mali, non, c'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste. Bazoum a été renversé, c'était un président élu au suffrage universel. Il a été renversé, nous le condamnons par principe, nous le dénonçons, mais ce qui est fait est fait. Alors posons-nous la question, pourquoi a-t-il été aussi renversé? C'est à partir de ce moment qu'on commence à faire une bonne lecture de la situation. Justement, la cause est toujours le lien de la France. D'accord. Docteur... Donc arrêtons. Oui. Allez-y, bon, donc, je disais que ce soutien du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry est à saluer, justement, mais comment peuvent-ils, on parle de ces militaires, comment peut-ils gagner cette guerre quand une certaine opposition dans leur propre pays est critique à l'endroit de ces militaires, surtout sur leur sincérité à céder le pouvoir aux civils après une transition? Mais non, mais même quand on est élu démocratiquement, en son sein, on a des opposants. Donc, n'allons pas dire que comme dans le Mali, il y a une partie des Maliens qui ne sont pas d'accord avec les militaires. Comme au Burkina, c'est pareil. Comme en Guinée, c'est pareil. Donc, ils vont échouer forcément. Non. Il y aura toujours... Quand on, même ici, dans les pays où on peut parler de démocratie, quand les gens sont élus, ils ont des opposants. En France, Macron a des opposants. Donc, les militaires aussi auront des opposants. Et la sincérité à céder le pouvoir, ça, c'était notre débat. Si aujourd'hui, les militaires prospèrent, si les militaires continuent à demeurer au pouvoir, comme au Mali, en Guinée, au Burkina, c'est surtout parce que la majorité de la population l'a accepté. Le jour où la population, vous savez très bien, Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Un matin, le même peuple là, s'est soulevé, Blaise Compaoré est parti. Donc les militaires là, aujourd'hui, ils sont adulés, ils sont malins. Ils vont ramer dans le sens des populations. Cher ami Amos Sylvain, je veux te rassurer sur ça. Et là, je veux être catégorique. Il ne faut pas que les militaires pensent qu'ils ont un blanc-seing. Que parce qu'on les applaudit aujourd'hui, donc ils vont demeurer au pouvoir, ils ne vont plus céder le pouvoir parce que non, vous ne connaissez pas les peuples. Les peuples estiment qu'ils n'ont plus confiance aux hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de gauche, qui ont la même rhétorique. Et puis quand ils adviennent au pouvoir, ils font les mêmes choses. On a vu avec Alpha Condé ici, opposant depuis belle lurette. C'est le même là qui a fait un troisième mandat ici. Nous a tous déçus. Donc les peuples à un moment donné sont déçus de leur politique. Ils estiment que les militaires, par leur jeunesse, par leur liberté d'esprit, peuvent peut-être nous aider à rattraper, je ne parle pas de moi personnellement, je parle des peuples africains, nous aider à rattraper ce que les politiques ne peuvent pas faire, notamment les rapports avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas compliqué. Le franc CFA, ça ne bouge pas. Pourquoi? On est indépendant, oui ou non? Les bases militaires françaises en Afrique, pourquoi? On est indépendant, oui ou non? Est-ce qu'on est libre de vendre nos produits à qui on veut sans que la France ne donne son accord, oui ou non? Voilà des questions de fond que les militaires en 1 an, 2 ans, 3 ans peuvent nous aider à rattraper. Mais puis après, c'est nous-mêmes qui allons les obliger à instaurer la démocratie pour que des civils prennent le pouvoir. C'est pas compliqué du tout. Chaque chose a son temps. Tout à fait. Et d'accord, on va voir ce que pense également l'université togolais, le grand panafricain d'ailleurs, Varis Sossoé, sur cette question de ce soutien du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry en appui aux militaires nigériens qui viennent de prendre le pouvoir au Niger. Et justement, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, maintenant au Niger, ces militaires sont prêts à combattre pour la souveraineté de leur pays. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi également les peuples sont toujours derrière maintenant tous ces militaires-là. Et là, sur le plan international, on pense qu'on est en train de manipuler la population. On dit que ces militaires tiennent plutôt des discours populistes. Alors, Varis Sossoé, sans langue de bois, comment ces militaires peuvent-ils gagner cette guerre quand une certaine opposition dans leur propre pays critique à l'endroit de ces militaires, surtout sur leur sincérité à céder le pouvoir aux civils après une transition?
Écoute, Amos, merci pour cette question-là. Je vais dans le sens de docteur Bogasako en disant que on n'a jamais eu une unanimité au sein d'un État, hein, que ce soit un régime démocratiquement élu ou pas, un pouvoir démocratiquement élu ou pas, il y a toujours des minorités dans les oppositions lorsque ces élections-là sont bien menées. Parce que sinon, c'est la majorité, puisque c'est le peuple qui doit gouverner. Donc, les oppositions sont toujours là. Et je dirais elles sont ici largement minoritaires. Dans tous ces pays-là, Mali, Burkina Faso, etc., vous voyez comment ils sont adoubés, ces militaires. Même s'il y a grand renfort de fonds et d'autres soutiens, les Occidentaux essaient de les diviser, ces peuples-là et les armées qui les conduisent. Parce que ces armées-là fondent leur autorité sur la volonté populaire. Qu'on les appelle populistes ou pas, on s'en fout. C'est ce que le peuple veut qui est important. D'accord. Varie, ma question de savoir. Je vous en prie, vous allez continuer. Hein. Je ne vous coupe pas. Vous allez toujours continuer dans la même logique. Hein. Mais c'est pour mieux orienter le débat. Alors, même s'il doit y avoir opposition, quel rôle doivent jouer maintenant les oppositions face à ces situations-là, actuellement? En principe, les oppositions devraient soutenir le peuple majoritaire. Bon, on ne va pas leur imposer cela, mais il faut être visionnaire. Hein, ce que nous avons à faire maintenant, en étant dans les oppositions ou pas, il faut être visionnaire. Quel est le destin? Quelle est l'histoire de nos peuples? Quelles sont les valeurs qui sont les nôtres? Et est-ce que nous devons copier l'Occident pour pouvoir nous développer? Non. Et c'est cela que utilisent comme critère, comme indice, ces militaires-là qui prennent le pouvoir. Maintenant, ils savent que les temps ont changé. Les populations veulent quelque chose d'autre. Et comment expliquer que pendant 60 ans, certains pays qui se disent à régime civil, mais qui sont plus militaires que les militaires, hein, vous voyez là où je m'oriente, et ils sont là, et pendant 60 ans, ils n'ont pu rien faire à leur peuple. Vous regardez ce qui se passe dans la Méditerranée, les jeunes, les forces vivent, quittent l'Afrique pour aller mourir dans les océans, etc. Et ça, on appelle ça gouvernement légitime, on appelle ça la démocratie. C'est tout sauf la démocratie. Et ils sont là placés par les Occidentaux. Maintenant, pour revenir à la question, pour ne pas trop aller trop loin, les oppositions, il faut qu'on se ramène à la raison, n'est-ce pas? À la raison de notre coexistence et à la raison de notre vivre ensemble en tant que peuple opprimé depuis les temps de l'esclavage jusqu'à présent. Si on n'ouvre pas les yeux, vous voyez ce que les Occidentaux ont comme programme, comme agenda, c'est de recoloniser l'Afrique et de nous réduire en état d'esclaves alors que nous sommes les plus riches de la terre. Et toutes ces guerres-là qu'on veut mener, d'ailleurs, légitimement, les armées du Mali, etc., l'ont mené et ils sont prêts encore à défendre leurs frères. Même dans les souffrances, même dans les sacrifices qu'ils consentent déjà pour sauver l'intégrité de leur territoire et l'intégrité, la vie de leur peuple. Mais vous voyez, par rapport à cela, on a des régimes qui sont en nature indéterminée et on ne peut les trouver dans aucune des annales des idées politiques du monde, et puis qui s'imposent parce qu'on a l'impression qu'ils ont d'ailleurs peur de se faire déloger après 30 ans, 40 ans de pouvoir. Tout à fait. Sur cette question, heureusement qu'on a un opposant burkinabé, justement. Oui, il a crié. C'est une partie d'opposition au Burkina Faso, APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, Dr Adama Coulibaly. Sur cette question, on a vu l'appui du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry. Ces militaires qui viennent de prendre le pouvoir viennent aussi en appui aux militaires nigériens. Mais c'est sans langue de bois, il y a toujours des oppositions. Ça, c'est clair quand on parle de démocratie. Mais comment, franchement, sans langue de bois,
comment ces militaires-là, quand on parle du Burkina Faso, du Niger, de Guinée-Conakry, maintenant du Mali aussi, hein, comment ces militaires peuvent gagner cette guerre contre justement l'Occident pour rétablir la souveraineté de l'Afrique, c'est ce qu'ils disent. Hein. S'il y a une opposition déjà qui est vraiment critique à leur endroit, parce qu'on a peur, hein, on n'a pas tellement confiance sur ces militaires, sur leur sincérité à céder le pouvoir aux civils après une transition. Docteur Adama Coulibaly. Oui, bien sûr. Ça, c'est une inquiétude légitime, parce qu'on a déjà vu ça. Je dois rappeler d'ailleurs que c'est la France qui a initié les coups d'État en Afrique au départ, parce qu'elle ne voulait pas, si on prend l'exemple du Togo, elle ne voulait pas l'indépendance financière et monétaire du Togo. Lorsque le président Olympio a signé un décret, donc, ils ont utilisé un ancien de la Légion étrangère pour l'assassiner. Donc, c'est eux, quand ils installent des pouvoirs dictatoriaux, que ce soit des pouvoirs que ce soit par des coups d'État militaires ou des coups d'État institutionnels, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire, donc ils veulent installer des pouvoirs à vie, ou même que ce soit des pouvoirs comme celui de Macky Sall, où ils essayent de casser tous les opposants. Eh bien, ils essayent et ils veulent installer des pouvoirs quasiment à vie pour les gens qui défendent leurs intérêts. Et donc, cette même habitude a été adoptée par la plupart des militaires africains qui prennent le pouvoir et qui restent. Pourquoi? Parce que aussi nous avons des avatars d'État, les États néocoloniaux. C'est des avatars d'État du colonialisme et qui ont un ADN véritablement colonialiste et néocolonialiste, où les militaires souvent ont l'habitude de s'en prendre à leur propre peuple. Eh bien, on a quelquefois quelques membres de ces organisations, de ces armées, et qui sont des patriotes. On a vu l'exemple de Thomas Sankara, qui a été assassiné, et de Jerry Rawlings, qui, à ma connaissance, a été le seul à avoir accepté de diriger correctement, de manière comment dirais-je, intègre le pouvoir et de le remettre au civil. Docteur Adama Coulibaly, si je vous comprends bien sur votre développement, là vous avez démontré, mais vous démontrez que les militaires aussi peuvent bien diriger un pays. Alors justement, vous êtes de l'opposition au Burkina Faso. Quel rôle? Il y a un exemple. Il y a eu un exemple, dans tout ce que j'ai donné, il y a eu un ou deux exemples, mais le reste du temps, ils s'accrochent au pouvoir jusqu'à ce qu'on les y chasse. L'exemple de Blaise Compaoré, c'est un militaire, il est resté 27 ans, il a fallu une mobilisation populaire pour les chasser. Et quand on prend l'exemple du Burkina, par exemple, sur plus de 60 ans d'indépendance, les militaires ont dirigé plus de 50 ans. Avec la situation désastreuse qu'on connaît encore, parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'État. Docteur Adama Coulibaly, je vous en prie, je reviens en charge sur ma question. Je voudrais qu'on soit direct. Vous avez un parti d'opposition au Burkina Faso. Alors, dans la situation actuelle, quel rôle doivent jouer ces oppositions? Eh bien, oui, mais pour le moment, les oppositions doivent jouer, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, les oppositions doivent jouer, je pense que c'est valable pour le Niger et le Mali, doivent jouer un rôle de conscientisation des populations, de mobilisation patriotique, d'urgence patriotique. Pourquoi? Pour que l'ensemble du peuple soit mobilisé dans le sens de la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, et dans le sens de la lutte contre la guerre impérialiste qu'on veut nous imposer. Ça, c'est le rôle de toute opposition, de tout patriote aujourd'hui. Par la suite, et dans le même temps, le rôle de toute opposition crédible, patriotique et panafricaine, c'est de faire en sorte que la réflexion collective puisse nous conduire vers des États et vers la construction de textes et d'États et d'institutions qui soient fortes et qui soient portées vers, comment dirais-je, une véritable démocratie que nous devons inventer nous-mêmes, puisque à l'époque, bien avant l'arrivée des esclavagistes et des colons, nous avions des manières de fonctionner et qui étaient favorables au peuple, quoi qu'on dise. Nous avons une façon de fonctionner, et d'ailleurs qui a été empruntée par les autres qui l'ont mis à leur sauce. Donc, je pense que cela est tout à fait possible. Donc, le deuxième rôle important des oppositions aujourd'hui, c'est de nourrir cette réflexion pour aboutir à une situation où nous allons pouvoir faire des élections à la fois libres, transparentes
et patriotique, parce que il faut que la dynamique qui a été enclenchée par les militaires, à leur corps défendant, puisqu'il faut le reconnaître. Sinon, la vocation des militaires, ce n'est pas de gouverner, c'est de protéger leur pays, leur patrie, leur nation, les territoires, les populations. Et donc, ils ont été formés pour ça, les militaires. Donc, ces militaires ont enclenché une dynamique au Mali, au Burkina, et on peut dire en Guinée aussi, et aujourd'hui au Niger. Eh bien, il faut pouvoir accompagner cela, mais en étant vigilant pour que ces gens ne pensent pas qu'ils sont des messies qui sont venus justement pour diriger en disant vous avez vu ce que vous avez vu, eh bien c'est nous qui allons tout faire. C'est pas vrai. C'est pas une question de one man show. C'est une question de dynamique patriotique populaire et panafricaine. D'accord. Alors docteur Adama Coulibaly, je peux vous donner encore 1 minute pour conclure ce débat panafricain. Après ce coup d'État militaire au Niger, donc les militaires maintiennent toujours leur position. Le bras de fer est engagé. Une intervention militaire est également prévue est décidée par la CEDEAO. Donc, quel peut être le rôle d'un citoyen lambda par rapport à cette situation? Pour conclure ce débat, Dr Adama Coulibaly. Eh bien, chaque citoyen doit comprendre que si le pays est en danger, lui aussi est en danger. Et si le citoyen doit comprendre aussi que si certains aujourd'hui soutiennent coûte que coûte, vaille que vaille, un Bazoum ou en tout cas les pouvoirs déchus dans nos pays qui ont entraîné par leur échec la situation de coup d'État dans nos pays, eh bien c'est que ces gens-là profitaient du système. Et ces gens-là donc ne sont intéressés que par leur privilège égoïste. De ce point de vue-là, il faut que chaque citoyen comprenne que l'heure est arrivée. Nous avons une opportunité historique à cette heure-ci pour redonner à l'Afrique sa dignité, sa pleine dignité et son indépendance et sa souveraineté. Et cela est possible. C'est un combat qui concerne tous les patriotes. Lorsque l'Allemagne a occupé la France, eh bien, pas que la France d'ailleurs, mais je parle de l'exemple de la France qui a ses griffes encore sur nous, eh bien, lorsque l'Allemagne a occupé la France, eh bien, ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont de manière différente. Les armes, c'est quoi? C'est aussi les armes intellectuelles, c'est les armes pour tuer aussi les Allemands comme ils le faisaient. Et c'est toutes sortes d'armes. Ceux qui se sont engagés dans cette lutte pour la souveraineté de la France, eh bien, c'est pour la libération de la France. On les a appelés comment? On les a appelés des résistants. Eh bien, nous sommes en résistance aujourd'hui contre l'insécurité, contre la guerre, contre l'impérialisme, contre la corruption, contre les dirigeants vendus, contre les dirigeants soumis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, chaque citoyen doit se sentir un soldat de la libération de l'Afrique, un soldat du combat contre l'insécurité, un soldat du combat contre la guerre impérialiste. Et ça, c'est très important et ça, c'est possible. Parce que seuls les peuples ont le dernier mot et seuls les peuples sont capables de résister face à toute agression, quelle qu'elle soit. Un peuple mobilisé, eh bien, s'il y a un peuple mobilisé, est invincible. Et si jamais il y a un citoyen qui manque à l'appel, ce n'est pas bon. Donc, chaque citoyen, lambda ou pas, doit être mobilisé aujourd'hui dans le seul objectif, non pas de défendre les militaires, mais de défendre leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, un parti politique basé au Burkina Faso. Vous êtes également un grand panafricain d'ailleurs. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir et bon week-end. On va également conclure depuis Abidjan avec Dr Boga Sako. Coup d'état militaire au Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a formé un gouvernement. Après l'échec d'un dialogue, la CEDEAO décide d'une intervention militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum. Quelles peuvent être les conséquences? On en a parlé. Alors, Dr Boga Sako, face à cette situation, quel rôle doit également jouer le citoyen africain lambda, selon vous, pour conclure ce débat panafricain? Oui, je voudrais remercier tous les auditeurs de cette radio qui sont restés en éveil parce que le débat était très intéressant au regard de toutes les interventions que nous avons pu produire. Ma conclusion, c'est que la vie humaine n'a pas de prix. On fera la guerre, on ne fera pas la guerre. L'être humain, quel est son sort? Qu'il soit ivoirien, qu'il soit nigérien, burkinabé, africain, en général, quelle est sa place lorsque vous prenez vos décisions? C'est le message qu'en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que simple citoyen, j'envoie à nos dirigeants. Quand vous prenez vos décisions,
Quelle est la place du citoyen dans vos guerres que vous voulez mener? Pour ma part, le Niger, les militaires ont fait l'erreur, c'est une erreur, ce n'est pas indiqué dans une démocratie de prendre le pouvoir. Mais s'ils l'ont fait, ils ont bien des raisons, parce que ceux qui les soutiennent, ce ne sont pas des animaux. Les Nigériens, en âme et conscience, ils sont très nombreux à les soutenir. C'est que quelque part, ils ont compris que leur intérêt dans les rapports qu'ils mènent depuis longtemps avec les grandes puissances internationales se trouve certainement dans les mains de ces militaires-là, qui n'ont pas donc droit à l'erreur. Et dans notre déclaration que nous avons produite au niveau de la FIDOP, la première chose que nous avons envoyée au monde, c'est de condamner par principe et de demander aux militaires de ne jamais verser le sang humain, de protéger la vie du président Bazoum, lui, sa famille et tous ceux qui ont été arrêtés, et de voir dans quelle mesure leur donner leur liberté. Mais pour le reste, il appartient aux Nigériens et aux Nigériens seuls de décider. La CEDEAO n'a jamais résolu aucune guerre, aucun conflit armé dans notre sous-région. La CEDEAO n'a jamais rien dit. Lorsque les gens tripatouillent les constitutions pour faire les 3e, les 4e, les 5e mandats, la CEDEAO n'a pas de leçon à donner aux Nigériens. Et j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup, Dr Boga Sako. Vous êtes président fondateur de FIDOP, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain en ligne depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Salutations patriotiques à tous nos frères ivoiriens. Bonsoir et bon week-end, Dr Boga Sako. Merci, c'est moi. Merci beaucoup, c'est moi. Merci infiniment. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. On conclut également avec le panafricain togolais, université togolais, Varis Osoué, en ligne depuis Genève. Que direz-vous également pour conclure ce débat? Le bras de fer est lancé, la résistance du peuple nigérien se voit sur le terrain. Également, le soutien du peuple malien, burkinabé et de la Guinée-Conakry est annoncé également. Comment créer une synergie d'action au niveau des peuples africains également de la sous-région ouest-africaine pour conclure ce débat? Oui, je pense que il faut rappeler à nos concitoyens patriotes que le temps n'est pas à l'encouragement des dirigeants fantoches, à la dilapidation de nos budgets, des budgets de nos États. Non, mais au contraire, à s'engager, à développer ce que, et je n'arrêterai pas de le souffler, la conscience historique, et la conscience axiologique basée sur nos valeurs, la dignité réelle de l'humain en société, la conscience civique, par les médias, par ce que tu es en train de faire, ce que Avoulété est en train de faire, pas toi Amos, mais en tant que technicien, en tant que journaliste au service de nos peuples, c'est ça la base. Il faut conscientiser les nôtres et à développer le courage patriotique par ces exercices que nous faisons de réflexion, par leur engagement à développer le courage patriotique, parce que ça se développe avec l'engagement, et de telle sorte qu'on puisse combattre l'impérialisme et pour la souveraineté de nos peuples de façon panafricaine. Et c'est ce que j'aurais à dire pour conclure ce débat-là. Donc, la conscience historique, la conscience civique, la conscience de nos valeurs et le développement de courage patriotique et pour défendre notre continent contre les impérialismes de tous sortes. En tout cas, merci également, Varis Osoué. Je rappelle que vous êtes universitaire togolais, panafricain togolais. Vous êtes président par intérim de CTS, communauté togolaise en Suisse. Eh bien, ainsi prend fin cette émission panafricaine sur Radio Canal K, basée en Suisse alémanique à Haro, justement, et sur Radio Avoulété, la voix de la résistance africaine. Et comme le dit nos frères maliens, Avoulété veut dire le combat continue en togolais et au Mali en bambara, Keleke Tagné. Et nous allons toujours continuer à nous rappeler, on va toujours continuer cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir.
Feu Thomas Sankara renchéré en disant « Seule la lutte libère ». Et c'est ce que nous démontrent les peuples maliens, burkinabés, guinéens et maintenant nigériens. Peuple africain, réveillons-nous. Bon week-end à toutes et à tous, en toute résistance. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. La CEDEAO veut nous barrer. La route est barrée, la route est barrée, la CEDEAO veut nous barrer. Ils nous font rêver en nous vendant des illusions. Ils veulent nous embarquer, nous prenant donc pour des cons. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devient un sac à problème pour les pays de l'Ouest. L'association des promoteurs d'un troisième mandat se donne la prétention de nous donner des leçons. C'est une bande de copains qui décide du destin des pays souverains. Une bande de valets qui va pour nos mandats sous le silence des colons. Des colons qui étaient complices du troisième mandat. Le troisième mandat truqué de tonton Ouattara. Des colons qui étaient complices du troisième mandat. Le troisième mandat truqué de Madadi Alpha. Je brise le silence, je dénonce à outrance. Je m'en fous des conséquences. Parce que la route est barrée. Namarodins se sont barrés. Parce que la route est barrée. La CEDEAO veut nous barrer. D'état constitutionnel qui a engendré le coup d'état militaire qui va nous sauver. Les intentions criminelles d'un civil au pouvoir amènent souvent le militaire à faire son devoir. Que savez-vous de notre histoire? Il n'y avait plus d'échappatoire. Le président déchu nous a conduits dans un foutoir. Si tu ne peux pas m'aider, laisse-moi m'en aller. Ne sois pas la maladie qui m'empêche de décoller. Si tu ne peux pas m'aider, laisse-moi me barrer. Ne sois pas la maladie qui m'empêche de me lever. Je brise le silence, je dénonce à outrance. Je m'en fous des conséquences. Parce que la route est barrée. Ces pyromanes veulent nous barrer. Parce que la route est barrée. La CEDEAO veut nous barrer. La route est barrée. La route est barrée. La CEDEAO veut nous barrer. La route est barrée. La route est barrée. Ces pyromanes veulent nous barrer. Les enseignants sont mal payés. La CEDEAO n'a pas idée. La jeunesse est désœuvrée. La CEDEAO n'a pas idée. Nos tombeaux sont dans la Méditerranée. La CEDEAO n'a pas idée. Si l'Afrique n'a pas décollé, parce que la route est barrée. Il faut libérer la route. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut libérer la route, en tenant compte de la vie des peuples. Il faut libérer la route. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut libérer la route, en tenant compte de la vie des peuples.